De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours en compagnie de... Ah bah non, pas toujours en compagnie d'eux, parce qu'on a 3 nouvelles têtes autour du plateau. Pour parler, on a quitté un duel d'alpinistes, on arrive sur un duel de chevaliers. Donc à mes côtés, nous avons 3 caballeros de la critique, n'est-ce pas, avec Benoît. Comment ça va, Benoît? On est également avec Paul. Bonjour, oui, ça va bien aussi, du coup, puisque tu ne me poses pas la question. Oui, bah oui, ça va très bien. Écoute, désolé. Bonjour. Et bonjour également, Charlie, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, Voilà. Ça va très bien. Content de parler Très cinéma. content de parler cinéma. Bah, du coup, Paul, tu es content de parler de cinéma aujourd'hui parce que tu vas nous parler d'un petit film, d'un grand réalisateur dont tu estimes pour partie le travail, puisque tu vas nous parler du dernier duel de Ridley Scott, film sorti donc récemment, qui nous propose un casting quand même de très haute volée. Avant d'entrer dans le détail de ta critique, présente-nous un petit peu le projet. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est un projet qui est propre à Ridley Scott ou est-ce qu'il s'est calé sur un projet peut-être un peu plus, on parlera pas de commande, mais un projet qu'on lui a proposé? Oui, ça s'inscrit vraiment dans ce que j'appelle la deuxième grosse partie de carrière de Ridley Scott. C'est son 26e long métrage. Et oui, en fait, ce film-là, ce projet-là, il est dans les bacs des studios depuis 2015 et il a été repris vers 2016, je crois. En tout cas, le scénario par le duo Ben Affleck et Matt Damon, qui re-signe une nouvelle collaboration 24 ans après Will Hunting, voilà, le film de Gus Van Sant qu'ils avaient coécrit et qu'ils avaient reçu un Oscar d'ailleurs. Donc scénario donc coécrit avec la scénariste et réalisatrice Nicole Holofcener et qui est lui-même une adaptation d'un bouquin qui se concentre sur un fait réel, qui est l'un des derniers duels judiciaires français, donc survenu le 29 décembre 1386, donc en pleine guerre de 100 ans, et opposant le chevalier Jean de Carouge, donc joué dans le film par Matt Damon, à l'écuyer donc Jacques Legris, joué par Adam Driver. Donc ce dernier est accusé par le premier d'avoir violé donc Marguerite de Carouge, donc la femme de Jean de Carouge, et donc se propose de régler cela en duel, donc en duel à mort à Paris. Donc le film, il a une structure assez particulière. On reviendra peut-être sur les potentielles raisons personnelles, notamment de Matt Damon et de Ben Affleck, de s'être engagés sur un projet comme ça. La spécificité, c'est la structure. En fait, donc le film est construit en 3 parties. C'est ce qu'on appelle l'effet Rashomon, en fait. Donc l'expression vient du film Rashomon de Kurosawa, où en fait le film est construit en 3 parties qui sont 3 points de vue sur une même situation. Donc qui nous permet de voir la situation selon 3 points de vue différents, donc respectivement Jean de Carouge, le mari, Jacques Legris, donc l'accusé, et enfin Marguerite de Carouge, le personnage principal ou la potentielle victime. Et je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée qu'on lance la discussion sur la structure, justement, parce que ça peut nous permettre de déterminer le thème du film. Donc moi, d'avance, je suis extrêmement mitigé sur ce film-là, que je trouve néanmoins intéressant. J'étais relativement convaincu, en fait, jusqu'à la fin de la deuxième partie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un procédé stylistique qui introduit la troisième partie qui change complètement. Mais les 2 premières parties sont intéressantes, alors moins stylistiquement, en termes de mise en scène ou en termes d'éclairage, parce qu'elles sont filmées de la même manière. Enfin, c'est la même grammaire qu'il a élaboré, que Ridley Scott a élaboré avec Kingdom of Heaven, donc une esthétique un peu passe-partout, voilà, où le Moyen-Âge est systématiquement sous le cercle polaire, quoi, donc où tout est gris, tout est sale et tout, mais c'est pas plus gênant. C'est un peu plus sale que Kingdom of Heaven, quand même. Oui, mais tu vois bien que ça découle tu vois, l'esthétique Game of Thrones découle de Kingdom of Heaven, et tu vois bien que The Last Duel s'inscrit dans le giron de ces productions-là. En fait, l'intérêt, c'est le montage. C'est-à-dire ce que toi, spectateur, tu vois ou tu ne vois pas, ce que les personnages voient ou ne voient pas. Donc, par exemple, par rapport à l'enjeu crucial du viol, qui est le cœur névralgique, le centre névralgique du film. Donc, le mari, par exemple, n'assiste pas à la scène du viol. Mais il y a aussi la façon
dont les personnages perçoivent une situation et se perçoivent entre eux. Et là, je trouve que le film fonctionne relativement bien dans la mesure où la succession des deux points de vue masculins fait que en fait, il y a un duel d'ego qui se crée et qui permet de déconstruire assez rapidement les figures. Mais et je m'arrêterai là dans mon intervention, je pense que Ridley Scott trahit dès ces deux premières parties son dispositif du point de vue, précisément parce qu'il y a certaines scènes que l'on voit alors que les personnages ne sont pas là, donc les personnages relatifs au point de vue dans lequel on est. Donc déjà, il trahit son dispositif. Et puis, il y a des coupes extrêmement arbitraires qui sont très déstabilisantes parce qu'on ne sait pas pourquoi il coupe à tel moment. Et en fait, pour moi, c'est parce que c'est au service d'une fonctionnalité qui s'avère rétrospectivement, je pense, assez artificielle. Voilà. Donc, peut-être tu iras peut-être un petit peu plus loin dans ton point, mais là, je voyais Charlie et Benoît peut-être un petit peu. Je sais que Charlie, toi, tu adores Ridley Scott, donc on va peut-être te lancer là-dessus. Est-ce que la structure du film, toi, de ton côté, t'as emballé ou au contraire, justement, tu y as vu la même artificialité? Alors, à mon avis, tu confonds, parce que j'adore pas Ridley Scott. J'aime beaucoup, j'adore Alien et j'adore Blade Runner, mais j'ai beaucoup de mal avec Ridley Scott en général, malgré tout. Alors ici, comment dire, moi j'ai beaucoup aimé le film, en étant assez honnête, parce que comment dire, déjà cette structure-là qui est utilisée, elle relève finalement plus en fait de l'écriture scénaristique que de l'écriture cinématographique, parce que comme le disait Paul, au final tout est filmé un peu de la même manière. On est dans un cinéma assez classique et tout ça se joue vraiment au niveau de l'interprétation des acteurs et au niveau de l'écriture scénaristique, ces changements de point de vue. Il y a pas grand-chose qui va se jouer au niveau de la lumière, au niveau du montage et tout ça. Donc, à partir de là, là où il y a une différence avec un film comme Rashomon, c'est que dans Rashomon, disons qu'on part du principe qu'on sait qu'on comprend très vite que les trois points de vue sont faussés. C'est-à-dire que les trois mentent sciemment. Et c'est le spectateur qui essaye de trouver son chemin là-dedans. Ici, effectivement, je peux peut-être spoiler l'effet en fait qui vient au début de la troisième partie, c'est qu'à chaque fois, en fait, à chaque début de partie, on est introduit par la vérité selon. Et donc, c'est la première selon Jean de Carouge, selon, j'ai oublié le nom du deuxième, et puis selon la femme. Et en fait, la dernière fois, c'est la vérité qui apparaît. Donc, dès le départ, effectivement, on sait on nous présente ça comme la vérité. Et moi, autant, en fait, au niveau de la démarche, je comprends l'idée et ça me dérange pas. C'est-à-dire que je trouve pas que ça annule les deux précédentes, parce que si on part du principe que le film va nous montrer comment, disons, une idéologie, tout un logiciel, en fait, social dans le rôle qui est donné aux femmes et la valeur qu'il leur est donnée à plein de niveaux différents, c'est de montrer comment tout ça nous mène en fait à nier en fait presque le statut de personne et toute possibilité de justice à proprement parler pour elle. Si on parle là-dessus, moi ça me pose pas de problème. Après, d'un point de vue plus philosophique, ça me dérange d'avoir comme ça, de nous dire ça. Alors ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que oui, peut-être de point de vue de la question du viol, elle l'a ressenti comme un viol. De manière sincère, donc à partir de là, il n'y a pas trop de discussion à avoir. Après, il y a quand même d'autres choses qui se jouent que juste de savoir s'il y a un viol ou pas. Il y a plein de choses. En fait, c'est une question d'interprétation du tempérament de son mari, de l'autre personnage. Il y a beaucoup de choses assez subtiles qui se jouent dans la manière dont chacun se ressent, comment dire, dans son attitude, dont un décalage entre les différentes perceptions, et à partir de là, voilà, à dire dès le départ, alors ça c'est la vérité, sa version à elle c'est la vérité, ça me dérange, parce que voilà, elle peut être plus proche des deux autres de la vérité, mais de là à avancer quelque chose comme ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez contre-productif en fait, d'un point de vue cinématographique Benoît et philosophique.
Bah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Paul et Charlie. Je trouve que le film se tire vraiment une balle dans le pied à ce moment-là. Parce que c'est un film qui est intéressant et dans cette structure. Et le truc, c'est que en fait, ça se passe principalement pendant le procès. Donc le truc d'avoir la vérité selon Jean de Carouge, la vérité selon Jacques Legris. Et ensuite, la vérité, j'ai oublié le nom du personnage de Jodie Comer. Marguerite. Marguerite, merci. En fait, en tant que spectateur, on est placé un peu comme ce serait un membre du jury en fait, de ce procès. Et avoir cet écran titre qui, du coup, vraiment casse le quatrième mur et te dit non, en fait, ça, c'est la vérité. Du coup, ça nous sort du film alors qu'on y est depuis à peu près 1h30 à ce moment-là, parce que le film fait 2h30. Et ça sort du film. Je dis, mais du coup, merde, j'étais censé interpréter de moi-même ces visions et je suis censé me faire ma propre idée. Et du coup, le film t'enlève ça. Du coup, il y a une grosse frustration. Donc, comme disait Charlie, ça annule pas les deux points de vue précédents, mais ça leur fait perdre énormément de force. Oui, mais en fait, en soi, il a le droit, même si c'était un film sur la vérité, ça aurait été un peu malsain, quoi, de remettre en cause, de mettre le point de vue de la victime au même niveau que le point de vue de l'agresseur et du mari. Ça aurait été vraiment limite, quoi. Donc en fait, sa direction, le thème du film, c'est finalement comment une société féodale patriarcale peut s'élaborer et comment ce genre d'événement peut arriver, donc au travers de la construction des points de vue. Donc il a le droit en fait de faire ce sujet-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, le problème, c'est qu'il y a un effet rétrospectif sur le sens qu'avaient les deux premières parties. Et finalement, ces deux premières parties-là, elles ne sont pas mises au service d'un questionnement des points de vue, mais plutôt, elles convergent vers cette troisième partie. En fait, elles sont quasiment sacrifiées au bataillon. Et je reviens encore une fois à ce truc où il faut faire attention, par exemple, dans la deuxième partie, où la première rencontre entre Marguerite et Jacques Legris, par exemple, le point de vue commence où on n'est que sur Marguerite. C'est tout bête, mais là, tout de suite, il trahit son truc, il trahit son dispositif, parce que Jacques Legris ne peut pas entendre ce que Marguerite est en train de dire de lui, vu qu'il est loin géographiquement. Et il y a tout le temps des petits trucs comme ça où on se dit, pour moi, c'est symptomatique, à mon avis, de la nouvelle méthode de travail de Ridley Scott, c'est qu'il fignole pas son truc. Et que ce fameux procédé du carton qui apparaît et qui nous donne la vérité comme ça, qui est un procédé cinématographique aussi légitime qu'un autre, mais c'est balourd, quoi. Voilà, je trouve ça balourd. Et dommage, ça gâche un peu la chose. Disons que ça avait peut-être été très très bien exécuté par, par Mademoiselle, par Park Chan-wook dans Mademoiselle, et peut-être qu'il a souhaité, reprendre cette structure-là pour traiter justement, tu le disais, la question du patriarcat, parce que Mademoiselle parlait aussi de ça. On parle pas mal de la mise en scène du point de vue. Benoît, est-ce que tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur ce point qui n'ait pas déjà été dit avant qu'on passe peut-être à la place du film dans la carrière de Ridley Scott? Non, moi, une de mes frustrations, c'est comme disait Paul quand on dit ça manque de fignolage, et que disait Charlie aussi, c'est que les trois points de vue sont filmés de la même manière. Et alors, vu qu'on est vraiment dans le point de vue, en plus de deux hommes qui se détestent, ça aurait été un peu plus amusant que chacun voit l'autre d'une manière un peu disgracieuse ou qui soit pas mis en valeur. Donc voilà, c'est ce genre de petits trucs qui manquent. Mais il y a ça. Par exemple, tu sais, je sais pas si tu te souviens, où tu as Matt Damon qui arrive en cheval, une espèce de banquet là, avec où il y a Ben Affleck, le truc d'Alençon. Voilà. Et donc, tu vois dans la première partie Matt Damon qui se perçoit lui-même, il monte à cheval et tout. Puis dans la deuxième partie, tu vois qu'il il est filmé de loin. Puis il a une tête, Matt Damon, en plus avec sa grosse balafre, avec sa coupe mulet, il a une tête un peu de bonnet, quoi. Donc tu vois qu'il galère à monter à cheval. Mais ce qui est génial, jusqu'à ce stade-là, c'est que tu sais pas qui a raison. Tu sais pas où se situe la vérité. Et dans la troisième partie, finalement, on se dit que il élève des chevaux, qu'il est baigné là-dedans, et que du coup, c'est plutôt lui qui avait raison. Mais jusqu'à la deuxième partie, c'était intéressant. Et il y a des trucs. Je conclurai juste sur la mise en scène là-dessus, c'est que Ridley Scott, mine de rien, moi, je suis pas du tout. J'ai énormément de mal avec la seconde partie de sa carrière. Mais il reste des trucs. Tu vois, par exemple, cette photo grise qu'on pourrait critiquer vue de l'extérieur, mais il y a des textures. Les vêtements, ils sont par exemple magnifiques dans la façon dont ils sont texturés. Les peaux,
Les scènes de combat, on n'en a pas parlé, mais là, pour le coup, on parlait d'esthétique passe-partout. Les scènes de combat, elles sont d'une viscéralité et d'une brutalité. Enfin, ça y va, quoi. Je crois que le film, il est moins de 12 ans. Dans le paysage cinématographique actuel, ça rinçait vraiment les yeux de l'ordinaire, quoi. Voilà. Personnellement, moi, c'est vraiment comment dire, ce que je retiens de plus en fait de ce film en termes d'expérience cinématographique, parce qu'effectivement sur tout le reste, je dirais que c'est très classique, c'est très bien fait, très techniquement bien exécuté, mais l'intérêt est plus au niveau de l'écriture et de l'interprétation. Mais c'est vraiment les combats sont assez impressionnants, quoi. La charge au moment du duel sur les chevaux avec les lances. Moi, j'étais scotché dans le siège, et juste pour ça, je suis content d'avoir vu le film parce que c'est vraiment très bien exécuté. Ouais, puis agréablement surpris, c'est-à-dire que c'est plus du Tony Scott mal digéré comme Gladiator. Les plans, ils durent longtemps. Tu vois. J'avais un peu peur parce que le premier plan du film, je sais pas si tu te souviens, c'est une plongée sur l'espèce de champ de bataille, quoi. Et là, je me suis dit, il fait comme Gladiator, il filme le Colisée comme un stade de foot, quoi. Et finalement, non, ça le fait. Donc, c'était agréablement surpris que Ridley Scott se remette en question. Ouais, tu sens tu sens la vitesse, la lourdeur des corps, la puissance. Il y a un truc, t'es dans le combat. Et c'est vraiment une grande réussite du film. Et pour le coup, le combat final, il tient vraiment ses promesses, parce qu'il est vraiment très très crade, et ça finit sur un finishing vraiment qui est à la Mortal Kombat, que tu vois pas venir et qui est très très sale. Je suis chaud, là, vous me le vendez bien, vous me le vendez très très bien. Non, moi j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le finish, mais bon, c'est que quelques secondes. Après, préciser quand même que ça représente au total 10 minutes sur 2h30. C'est le reste, beaucoup de séquences de dialogue. Ça permet de finir sur. Voilà. Ça permet de finir sur un bon point. Pas mal de gens ont dit que c'était le meilleur Ridley Scott depuis quand même un certain moment. Est-ce que vous partagez cet avis, justement? Est-ce qu'on est sur un Ridley Scott bon cru? Est-ce qu'on n'est pas, soit c'est la fin d'un cycle dans sa carrière, ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle, peut-être d'un regain, d'un réveil après ses égarements sur Alien? Je sens que Paul trépigne là. Je le vois sur sa chaise. Non, j'allais boire un coup. Ouais, si vous voulez, je peux commencer. Charlie, laisse Paul. Ouais, après, moi j'ai ma petite théorie sur Ridley Scott, c'est que moi je suis un fan inconditionnel de ses 4 premiers films, qui sont pour moi 4 chefs-d'œuvre, vraiment, parce que c'était un moment où tu voyais que c'était vraiment un esthète. Enfin, tu vois, il correspondait avec Mobius, il avait vraiment le regard d'un plasticien. Et que ça se voyait dans la façon dont il produisait ses films, c'est-à-dire que c'était des tournages extrêmement longs, méticuleux, des post-productions où il y a plein de versions différentes. Et puis au sortir du film Legend, donc en 85, je crois, où la post-production a été chaotique, il s'est dit il faut que j'adopte une nouvelle méthode, et que ça implique certains sacrifices. Et donc, au sortir de tout ça, il accélère la cadence, et c'est à partir de là où j'ai un problème, c'est-à-dire que ces films sont, pardonnez-moi l'expression, mais sont torchés, quoi. Il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas, où c'est pas fignolé, aussi bien dans le fond que dans la forme, quoi. Et le dernier duel, là, le constat qu'on vient de faire, s'inscrit malgré tout là-dedans. Voilà. Un dernier mot pour conclure, les amis. Charlie, Benoît. Ouais. De mon côté, je trouve qu'effectivement c'est un des meilleurs Ridley Scott que j'ai vu depuis très longtemps, mais parce que simplement je trouve extrêmement médiocre ce qu'il fait depuis un moment, même si on lui trouve toujours des qualités esthétiques. Moi j'ai beaucoup de mal avec son cinéma, je le trouve pas humain, je le trouve froid, je le trouve mais pas au sens de Villeneuve dont on discutait justement, parce que je trouve qu'il est pas habité et il raconte rien. Personnellement, donc j'ai effectivement du mal avec. On sent un égocentrisme qu'il n'y a pas chez d'autres réalisateurs, et j'aime pas ce qui se dégage de sa manière de travailler. On sait, je sais en tout cas qu'il travaille d'une manière très particulière aujourd'hui, parce que le monsieur commence à se faire vieux. Il tourne peu, il tourne avec beaucoup de caméras pour pas avoir à faire les scènes beaucoup, et mine de rien, ça se sent un peu, quoi.
Je pense qu'il devrait peut-être passer à la production et peut-être arrêter. Mais bon, ça c'est un propos général. Là, il y a quand même un peu de mieux, donc il faudra voir. On a un film qui arrive dans pas longtemps, on verra ce que ça donne. Oui, à peu près pareil. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'il a fait dernièrement, notamment Alien Covenant. Mais sinon, voilà, pour moi, le problème, c'est que le film se tire une balle dans le pied, comme je l'ai dit. Et juste vraiment, sans ces quelques secondes de l'écran titre, c'est un film qui tenait debout, qui était carré. Très bien. Merci à vous, en tout cas, pour vos retours nuancés sur le dernier duel. On comprend bien que c'est un film qui a ses avantages et ses inconvénients, qui a son contrat qu'il peine parfois un petit peu à respecter. Pour ma part, vous m'avez vraiment donné envie de le voir. C'est au cinéma depuis le 13 octobre.